Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter C'est arrivé la nuit de Marc Lévy, publié aux éditions Pocket. Dans ce premier tome de la trilogie des 9, nous allons rencontrer Ekaterina, 36 ans tout juste, professeure de droit à la faculté d'Oslo. Elle est aussi une activiste clandestine et une hackeuse dans le groupe des 9. Petite fille de résistant, elle est née dans un foyer monoparental où l'amour maternel était totalement inexistant. Sa première expérience avec la mort remonte à ses 10 ans. Elle a ensuite vécu très vite dans la rue où elle a appris à survivre avec pour héritage filial une maxime « Né de rien, tu n'es rien et ne seras jamais personne ». Pour se construire, il y a plus positif, je l'avoue, mais chacun fait avec ses cartes. Ekaterina est devenue une hackeuse de talent et est entrée dans le groupe atypique et anonyme des 9, non pas pour voler des numéros de carte de crédit ou pirater des contenus de messagerie à des fins criminelles, comme de simples black hats, ni même pour travailler pour des institutions gouvernementales en mettant ses talents au service de la sécurité informatique. Non, Ekaterina, elle, est devenue une grey hat. Une hors-la-loi qui œuvre pour le bien. Jusqu'à ce que nous la rencontrions, elle n'avait jamais traqué un gros gibier comme sa cible actuelle. Stéphane Baron, un lobbyiste fortuné à qui tout réussit et qui, à force de succès, ne voit plus ses chevilles. Après avoir servi les intérêts des conglomérats pétroliers, charbonniers et agrochimistes, graissé la patte de parlementaires et sénateurs pour faire abroger des lois qui ne lui étaient pas favorables, il s'est lancé dans le très lucratif métier de lobbyiste. Sur le papier, il porte le titre ronflant de conseiller en communication politique. Dans les faits, il est un propagandiste sans scrupules, un fabricant de théories complotistes, de crimes imaginaires, toujours imputés à des innocents en situations irrégulières, pour dénoncer sans en avoir l'air l'ouverture toujours plus grande des frontières. La peur est son fonds de commerce. Ses méthodes sont peut-être discutables, mais elles ont fait leurs preuves, hissant au sommet des sondages et des pouvoirs ses clients. À l'heure actuelle, Baron a remporté la Hongrie, la Pologne, la Crimée et l'Italie. Rien ne semble le stopper dans sa progression, ni ses campagnes surfant sur les conflits mondiaux et leurs inexorables cortèges de réfugiés. C'est pourquoi ce winner ne se doute pas une seconde qu'il est sur le point de se faire hacker des données hypersensibles par Ekaterina dans cette salle de restaurant aux allures de brasserie viennoise qu'est le café de l'hôtel Continental. Au vu de la météo pluvieuse, elle décide d'opérer en intérieur. Là aussi, c'est une première pour elle. Après avoir commandé et demandé le code Wi-Fi au serveur, Ekaterina commence son casse virtuel. Tout se déroule plutôt bien jusqu'à ce qu'une perte de puissance de son modem ne fasse vaciller sa supercherie, attirant l'attention du garde du corps de M. Baron. Ekaterina doit prendre la fuite avec ce qu'elle a collecté au plus vite. Elle se fait repérer et doit fuir le gorille de Baron qui, au vu de sa dextérité, son agilité et son endurance, a reçu un entraînement militaire. Il va même jusqu'à la braquer avec une arme en pleine ville avant qu'elle ne finisse par le semer. Son binôme du groupe 9 pour la mission, Matteo, a fini la collecte de données et lui donne rendez-vous dans la buvette du centre nautique de l'île de Malmo. Si elle avait pris des risques et outrepassé les règles du groupe, Matteo est lui aussi en train d'en enfreindre certaines. Matteo est né Mao au Vietnam avant d'immigrer en Italie. Il vit à Rome et hack avec les 9. Développeur d'une appli de géolocalisation entre amis, il a créé son entreprise qu'il a vendue, le tout à un grand groupe du nom de Friendsnet. Matteo a pu profiter de la diversion de Ekaterina pour voler le reste de la conversation de Baron et son client, un certain Vickerson, le président du Parti de la Nation, un néo-nazi mégalomane, le combo parfait. Matteo ne s'est pas contenté de terminer le travail de sa collègue, il a aussi placé un mouchard dans le téléphone de leur cible afin de pouvoir le géolocaliser, une sorte de miroir sans teint. Ils pourront tout voir, tout entendre et tout récupérer s'ils sont connectés au même réseau. Méthode certes dépassée, mais discrète et efficace. Durant leur échange, ils en viennent à parler d'une autre membre, Maya. Cette globe-trotteuse possède sa propre agence de tourisme, qu'elle a héritée de son père et habite à Paris quand elle n'est pas quelque part dans le monde. En plus de ses activités avec les 9, elle est officieusement une agente en sous-marin pour les RG. Elle est ce que l'on appelle un courrier. Et depuis un petit moment, elle ne donne plus signe de vie, ce qui commence à inquiéter Matteo, un poil paranoïaque. Malgré cet excès de prudence quand il s'agit de l'identité des membres, le duo évoque les rencontres que le jeune homme a faites avec les membres. Diego, le frère restaurateur madrilène de Cordelia,
ingénieur réseau pour une société d'informatique à Londres. Cette discussion se termine comme elle a commencé. Ekaterina retourne à la part normale, légale de sa vie, avant de passer sa nuit complète sur la part illégale de celle-ci. Le décryptage de l'entretien entre Baron et Vickerson est à faire froid dans le dos. Ekaterina ne peut pas attendre le rendez-vous prévu avec Matteo après son travail, elle doit le voir au plus vite. Une fois au courant de ses plans, comment le duo de hackers va-t-il lancer l'alerte ? Sans preuves irréfutables, il risque d'être ignoré ou pire traqué par des gens peu recommandables. Alors comment empêcher Baron d'agir ? De leur côté, Diego et Cordelia, qui mènent une vendetta personnelle contre les dirigeants des laboratoires ayant causé la mort d'une proche, arriveront-ils seuls à les faire tomber ? Ou auront-ils besoin d'autres membres du groupe des 9 ? Eux qui ont pour règle de ne jamais travailler qu'en binôme ou en trio, dérogeront-ils encore à leurs principes pour faire tomber de plus gros poissons ? À vous de vous joindre à ces 4-là, en plus de Noah, Janice et Vitalik pour le savoir. Un premier tome qui s'articule entre les différents duos et leurs objectifs propres. Certains de ces chapitres sont entrecoupés de parties où on nous donne à voir le fonctionnement du groupe 9 au travers des yeux d'un des membres lors de conversations avec une personne extérieure au groupe. Une entrée en matière pour la trilogie qui suit. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.